Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, nous accueillons donc maintenant Monsieur Bernard Cazeneuve. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, de vous être rendu disponible pour être entendu par notre commission d'enquête relative aux conséquences des accords du Touquet, dont le cycle des auditions a débuté la semaine dernière et qui devra se poursuivre jusqu'en mai prochain. Aux différents postes de responsabilité qui ont été les vôtres, entre 2012 et 2017, ministre des Affaires européennes, ministre du Budget, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, vous avez eu à connaître du sujet qui nous intéresse, qui plus est lors d'une période particulièrement sensible, avec notamment la décision de procéder au démantèlement de ce qu'on a appelé la jungle de Calais. Le témoignage sur votre expérience passée est précieux à ce stade de nos travaux, tout comme votre regard sur la façon dont la situation a évolué depuis. Monsieur le Premier ministre, je vais donc vous laisser la parole pour un propos liminaire, puis ensuite, avec Madame la rapporteure, nous vous poserons un certain nombre de questions, ainsi que nos collègues de la commission d'enquête. Comme vous le savez, vous qui avez été longtemps membre de cette maison, cette audition est ouverte à la presse et elle fait l'objet d'une retransmission vidéo en direct. Et par ailleurs, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, donc de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc je vais vous inviter à allumer votre micro pour pouvoir lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous cède donc tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je vais, dans un propos liminaire assez bref, retracer les perspectives qui nous ont conduits à agir entre 2014 et 2017, dans un contexte où nous étions confrontés à une crise terroriste et une crise migratoire de très grande ampleur, et où nous étions confrontés aussi à des problèmes particuliers résultant de la concentration de migrants venus sur le territoire de l'Union européenne et plus particulièrement sur le territoire national, en des points précis du territoire national, et notamment à Paris et à Calais. Le contexte qui prévalait sur la façade septentrionale de notre pays était un contexte ancien. Il avait fait l'objet de discussions entre les autorités françaises et les autorités britanniques à partir du début des années 2000, lorsqu'il avait été décidé de procéder à l'évacuation de ce que l'on appelait déjà à l'époque la jungle, la Sangatte, où il y avait une concentration très importante de migrants. Nicolas Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur, et alors même qu'il s'agissait d'évacuer un très grand nombre de migrants, sans qu'à l'époque des solutions de relocalisation de ces migrants dans des centres destinés à prendre en compte la singularité de leur situation, notamment pour ceux qui relevaient de l'asile en France, n'ait été arrêté. Un accord avait été signé avec les autorités britanniques qui reposait sur un certain nombre de principes qu'il faut rappeler. Il y avait eu en 1986, au moment où les travaux sur le tunnel sous la Manche avaient commencé, un accord qui avait été signé, dit accord de Canterbury, qui définissait ce qu'était la frontière maritime entre la France et le Royaume-Uni. Il y avait eu par ailleurs en 1991, c'est-à-dire lorsque les travaux avaient avancé, avaient presque touché à leur terme, un accord, dit accord de Sangatte, qui définissait les conditions dans lesquelles, dans les gares, les autorités de police relevant de la responsabilité respective des deux pays, le Royaume-Uni et la France, s'organiseraient pour pouvoir assurer des contrôles permettant d'assurer une maîtrise des flux migratoires. Ces accords de 1991 étaient des accords qui définissaient le principe d'un double contrôle sur chacun des deux territoires des deux nations concernées, contrôle par la police nationale et contrôle par le Border Force du Royaume-Uni, exerçant leur contrôle selon les principes du droit de leur propre pays sur les gares concernées, gares de départ et gares d'arrivée. Et l'accord de 2003, dit accord du Touquet, mais qui reprend une grande partie des termes de l'accord de Sangatte signé en 1991,
était un accord qui transposait sur la frontière maritime les principes qui prévalaient sur la frontière terrestre pour ce qui concernait le transport ferroviaire. Et les Britanniques, qui considéraient qu'une grande partie des migrants transitaient par Calais, soit en forçant le tunnel, soit par la voie maritime, souhaitaient que ce dispositif de double contrôle soit mis en place. Et il a été accepté en contrepartie de la prise en charge par les Britanniques de 1000 migrants d'origine irakienne, d'accepter ce principe de double contrôle, mais qui était assez léonin dans son équilibre, puisqu'en contrepartie des 1000 personnes prises par les Britanniques, nous nous engagions à laisser sur le territoire national tous ceux qui voulaient passer, territoire national français, tous ceux qui voulaient passer et dont les documents de voyage et les passeports et les visas ne permettaient pas le passage. Et les Britanniques avaient souhaité un accord de réadmission, c'est-à-dire que lorsque des migrants étaient récupérés au Royaume-Uni qui étaient passés clandestinement, ils avaient souhaité que la France pût les récupérer, ce que nous sommes toujours refusés à mettre en œuvre, même si je crois comprendre qu'à travers les accords de Sandhurst, mais cela doit être vérifié en 2018, le principe d'un assouplissement de cette règle avait été consenti. Voilà quel était l'équilibre. C'était un équilibre qui était très favorable aux Britanniques. C'était un équilibre qui faisait reposer sur nous une grande partie de la gestion des flux migratoires, mais c'était un accord dont il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il avait sa logique, puisqu'il reposait sur l'idée que tout blocage du passage des migrants à partir de la France vers le Royaume-Uni tarirait le flux en grande partie alimenté par les acteurs de la traite des êtres humains, c'est-à-dire les réseaux de l'immigration clandestine, qui étaient des réseaux mafieux et qui sont devenus de plus en plus mafieux à mesure que la crise migratoire s'accentuait et que la situation en Libye notamment se détériorait. Et par conséquent, lorsque ces accords ont été mis en œuvre, entre 2003 et 2010, c'est-à-dire le début de la dégradation de la situation au Levant, ils ont donné les résultats escomptés. Je m'explique. Le nombre de demandeurs d'asile au Royaume-Uni, je me place du point de vue britannique, a très fortement diminué, a été divisé par 3 ou 4, et le nombre de migrants qui étaient sur les côtes septentrionales et qui étaient de plusieurs milliers a significativement diminué pour se réduire à quelques centaines, se comptant sur les doigts d'une main, pendant une période de près de 7 ans. Même un peu plus, de près de 8 ans. Là où les choses ont considérablement évolué et se sont beaucoup modifiées, c'est lorsque la crise migratoire est apparue, de nouveau au début des années 2010. Au début des années 2010, on a une crise migratoire qui résulte de la conjonction de plusieurs éléments. D'abord, une situation au Levant où l'opposition au régime de Bachar el-Assad est poursuivie, persécutée par le régime en question, et l'émergence parmi les opposants à Bachar de groupes islamistes, notamment le Jabhat al-Nusra, ce n'est pas encore Daesh, qui accroît cette pression et ces persécutions et conduit un nombre très important de populations, de Syriens, à quitter le territoire. La situation en Irak est elle-même instable. Vous avez dans la Corne de l'Afrique une situation très dégradée, notamment en Érythrée, des problèmes au Soudan, et vous avez une dissémination de groupes terroristes, Jabhat el-Nusra, Ansar el-Din, Ansar el-Sharia, Boko Haram, dans la bande sahélienne, qui exercent sur les populations de cette partie de l'Afrique une pression très forte, poussant beaucoup d'organisations de la traite des êtres humains, concentrées essentiellement en Libye, mais également au Niger, à inciter ces populations à prendre par tout moyen la route de l'Europe, à partir de la mer des plages libyennes. Ces populations arrivent sur les îles grecques, mais également à Lampedusa, dans des conditions très dégradées sur le plan humanitaire, et prennent ensuite les chemins de l'Europe de l'Est pour rejoindre
les différents pays de l'Europe, mais notamment beaucoup l'Allemagne et beaucoup la France. Et en France, 2 points de concentration, Paris et Calais. Lorsque j'arrive au ministère de l'Intérieur, je suis à ce moment-là, c'est en avril 2014, le 2 avril 2014 précisément, très rapidement sollicité par la maire de Calais, Natacha Bouchard, qui vient me dire « Nous avons plusieurs centaines de migrants ». Je lui demande combien exactement elle doit affronter de migrants sur le territoire de la commune et combien elle doit en prendre en charge sur le plan humanitaire. Elle me répond qu'il y en a 700, qu'elle considère que c'est à l'État de les prendre en charge, qu'il s'agit là d'une responsabilité de l'État. Et nous engageons un dialogue d'abord difficile, puis ensuite très fructueux, très confiant avec la maire de Calais, mais également les élus de Calais de l'époque, le parlementaire qui est d'une autre sensibilité que Madame Bouchard, le président de la région, Xavier Bertrand, qui est très présent dans cet échange. Et nous décidons à ce moment-là de mettre en œuvre une politique que je veux vous décrire très précisément. Cette politique repose sur plusieurs volets. Un volet européen. Le sentiment que j'ai à partir de l'été 2014, c'est-à-dire 3 à 4 mois après mon arrivée place Beauvau, c'est que la crise migratoire va s'intensifier, que c'est plusieurs centaines de milliers de migrants pour des raisons qui tiennent à la situation internationale et à la modification du contexte géopolitique que nous allons devoir gérer au sein de l'Union européenne. Et après en avoir parlé avec certains de mes collègues européens, et notamment 2 d'entre eux, Thomas de Maizière, qui est le ministre allemand de l'Intérieur, et Theresa May, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur britannique, je propose au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et au Président de la République d'élaborer un plan et d'aller essayer de présenter ce plan aux autres ministres de l'intérieur de l'Union européenne pour voir si nous pouvons avoir un accord. Donc le premier axe de cette politique, c'est essayer d'européaniser la question et d'obtenir un accord entre les pays de l'Union européenne. Cet accord repose lui-même sur plusieurs actions. La montée en puissance de Frontex, qui à l'époque est une agence qui n'est pas dotée de moyens. Nous proposons une augmentation significative des effectifs de Frontex à 1700 collaborateurs, enfin personnel, destiné à assurer la sécurisation des frontières extérieures de l'Union. Deuxième volet de l'action, la dotation de la Frontex d'une enveloppe de 450 millions d'euros, qui est une augmentation très significative de son budget lui permettant de remplir ses missions. Troisième volet, la mise en place de hotspots dans les îles grecques et à Lampedusa, destinés à déterminer par une mutualisation des moyens d'accueil des migrants entre les pays de l'Union européenne. Cela ne pouvons pas reposer exclusivement sur l'Italie et sur la Grèce, qui à l'époque sont confrontés à une situation domestique particulièrement difficile. Et donc nous proposons, et moi je propose que l'on mette des agents de l'OFII, de l'OFPRA, à Lampedusa et sur les îles grecques pour aider les autorités grecques et italiennes à remplir cette mission extraordinairement difficile, qu'on puisse distinguer ceux qui relèvent de l'asile et ceux qui ne relèvent pas. Et que l'on puisse très rapidement enregistrer ceux qui relèvent de l'asile et d'organiser la reconduite dans le cadre d'un dialogue avec les pays de provenance de ceux qui ne relèvent pas de l'accueil de l'Union européenne. Autre axe européen, la modification de l'article 7-2 du Code frontière Schengen. Pourquoi la modification de l'article 7-2 du Code frontière Schengen? Parce que les ressortissants européens qui bénéficient de la libre circulation ne sont pas contrôlés aux frontières extérieures. Or, nous sommes au début d'une crise terroriste majeure. Je ne souhaite pas, comme ministre de l'Intérieur, que la question migratoire et la question de la protection de nos compatriotes du risque terroriste soient percolées dans certains esprits à travers des propos démagogiques et confondant tout. Et donc, je pense que l'Europe doit faire la démonstration de sa capacité à prendre des mesures. Et donc, la modification de l'article 7-2 du Code frontière Schengen doit permettre de contrôler aux frontières extérieures les ressortissants de l'Union européenne qui bénéficient de la libre circulation. Cette réforme sera mise en œuvre au terme d'un dialogue entre les ministres de l'Intérieur, notamment Theresa May, Thomas de Maizière et moi-même, et la commission Libé du Parlement européen. Et puis, la mise en place de ces hotspots
qui doivent permettre de distinguer ceux qui relèvent de l'asile de ceux qui ne relèvent pas. Ça, c'est pour le volet européen. Sur le volet national, je propose au président de la République, au Premier ministre, une stratégie très précise qui, elle aussi, repose sur un certain nombre d'axes que je rappelle. Premier axe, augmenter les moyens d'accueil de ceux qui relèvent de l'asile et du statut de réfugié en France, et notamment du nombre de places en CADA, qui sera multiplié par 2 pendant la durée du quinquennat du président Hollande. Mais comme la pression migratoire est forte et qu'il me paraît très important de créer les conditions d'un accueil digne de ceux qui doivent être accueillis, plutôt que de traiter cette question sous l'angle exclusivement tribunicien. Moi, je considère que le rôle de l'État, c'est d'agir et pas tellement de parler pour essayer de régler ces problèmes. Donc, augmentation du nombre de places en CADA et engagement d'une négociation qui sera longue avec les préfets de région en vue de la création de centres d'accueil et d'orientation. Il en sera créé 467. Ces 467 centres d'accueil et d'orientation répartis sur le territoire national ayant vocation à assurer l'accueil et l'entrée dans le dispositif national d'asile de ceux qui relèvent de l'asile en France. Augmentation très significative du nombre de fonctionnaires de l'OFPRA et de l'OFII à Calais et à Paris pour assurer le dialogue avec les migrants et la prise en charge de leur situation en fonction de la singularité de la situation de chacun. Et enfin, vote d'une loi sur l'asile et sur l'immigration en juillet 2015, qui seront des dispositions législatives qui permettront d'engager le raccourcissement très significatif de la durée de traitement des dossiers des demandeurs d'asile, qui était de 24 mois et dont l'objectif était de la passer à 9 mois. L'augmentation des effectifs de l'OFPRA et de l'OFII devant permettre d'atteindre l'objectif. Cette politique-là va se déployer sur 15 mois et en même temps, nous accepterons la demande faite par la maire de Calais. Ça fera l'objet de débats, à la fois au Parlement et au sein du gouvernement, mais je pousse beaucoup pour que nous acceptions la proposition d'une intervention de l'État dans la jungle, dans les locaux mis à disposition, enfin l'espace public mis à disposition par la maire de Calais pour l'accueil des migrants, avec du portage de repas, de la mise en place d'un dispositif de soins, etc. Bon. Mais la crise migratoire s'accroissant, nous nous retrouvons très vite dans une situation, notamment à partir de 2015-2016, où le nombre de migrants à Calais n'est plus de quelques centaines, mais de 10 000. Et à Paris, la pression migratoire est très forte. Toute la politique qui a été mise en place, d'augmentation des structures d'accueil et de mise en place des centres d'accueil et d'orientation, est une politique qui est destinée à permettre l'évacuation dans des conditions les plus humaines possibles de la jungle de Calais. C'est ce qui se produira en octobre 2016, où nous procéderons à l'évacuation de 10 000 personnes, en présence de forces de l'ordre, mais sans intervention de ces dernières, en revanche au terme d'une intervention très forte des agents de l'OFII et de l'OFPRA, et ces 10 000 personnes seront réparties sans heurts dans 467 centres d'accueil et d'orientation répartis sur le territoire national. Et la volonté d'éviter toute reconcentration à Calais et à Paris de migrants nous conduira à maintenir les effectifs de l'OFII et de l'OFPRA de manière à ce que chaque arrivée nouvelle de migrants soit accompagnée d'une relocalisation ou d'une reconduite à la frontière de ces migrants lorsqu'ils ne relevaient pas de l'accueil en France. Bon. Donc c'est une politique qui est à la fois une politique d'accueil de ceux qui doivent l'être et de reconduite de ceux qui n'ont pas vocation à être accueillis par une action très, très efficace et très effective de l'OFII et de l'OFPRA. J'ajoute à cela plusieurs éléments. Et pour terminer, cette politique-là n'est possible que dès lors que nous avons une action très renforcée de démantèlement des filières de l'immigration clandestine qui ne sont pas simplement en France, qui sont même accessoirement en France, et essentiellement situées sur la façade septentrionale de l'Afrique, au Royaume-Uni
et dans les Balkans, où ces acteurs de la traite des êtres humains sont très présents, puisqu'en réalité, ils prélèvent un véritable impôt sur la misère tout au long du parcours des migrants. Il faut savoir qu'il faut à peu près payer 15 000 € pour un migrant venant d'Afrique pour pouvoir traverser la Méditerranée, et à chaque étape, ils prélèvent des sommes. Ce sont donc des acteurs abjects, cyniques, qui aboutissent à des tragédies humaines par leur maltraitance, et nous voulons démanteler ces acteurs. Donc, renforcement de la coopération au sein d'Eurojust, renforcement de la coopération au sein d'Europol, renforcement de la coopération avec les pays du G5 Sahel, puisque c'est par ces pays que transitent les acteurs de la traite des êtres humains, coopération en matière de la lutte contre la fraude documentaire, coopération en matière policière, coopération en matière de démantèlement des organisations criminelles internationales, etc., etc. Nous aurons comme résultat une augmentation de 25% du nombre des filières d'immigration irrégulière démantelées, c'est-à-dire des acteurs de la traite des êtres humains organisés en filière. Deuxième élément, comme l'accord avec les Britanniques est très déséquilibré, nous souhaitons faire pression sur les Britanniques pour qu'ils prennent leur part de ce que jusqu'à présent nous avons assumé tout seuls. Comment est-ce que nous le faisons? Nous le faisons en agissant sur plusieurs volets. Premièrement, nous demandons aux Britanniques d'assurer le financement de la sécurisation du trafic ferroviaire à Calais. Les sommes qui seront allouées par les Britanniques à la compagnie Interlink aujourd'hui sont très significatives et elles font l'objet d'une négociation menée entre Theresa May et votre serviteur tout au long de ces années. Et elle viendra d'ailleurs à plusieurs reprises à Calais, tout ça est dans la presse, dans les archives de presse, pour acter ces accords et les signer. Deuxièmement, comme nous avons un très grand nombre de mineurs isolés qui sont pris en charge dans des CAOMI, c'est-à-dire dans centres d'accueil pour mineurs isolés, que nous avons créés au même titre que les centres d'accueil et d'orientation, nous considérons que les mineurs isolés qui ont de la famille au Royaume-Uni doivent être pris en charge par le Royaume-Uni et non par la France. La difficulté, là, très concrètement, à laquelle nous sommes confrontés, c'est que le Royaume-Uni, en la personne de Theresa May, est prêt à mettre en œuvre cette politique à condition qu'elle ne soit pas publique. Et moi, j'ai besoin que cette politique soit visible. Bon. Et parce que j'ai besoin d'apporter la démonstration de la détermination du gouvernement français à soulager notamment les conseils départementaux qui ont une grande partie de la charge sur les bras. Nous parviendrons donc, non pas avec Theresa May, mais si mon souvenir est bon, avec son successeur au ministère de l'Intérieur qui s'appelait Amber Heard, à matérialiser publiquement cet accord. Et ce sont, je crois, près de 500 des 1700 mineurs isolés qui sont présents à Calais, qui seront pris en charge par les Britanniques jusqu'à mon départ. Cela continuera après, mais je n'ai pas les chiffres. Mais jusqu'à mon départ de Beauvau, entre le démantèlement le début de l'action de démantèlement et mon départ, c'est près de 500 mineurs isolés sur les 1700 dont nous avons la charge qui sont pris en charge par les Britanniques et donc accueillis au Royaume-Uni, scolarisés, etc. Voilà très rapidement ce qu'est notre politique, les équilibres sur lesquels elle a reposé. Je suis prêt, bien entendu, à répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur le Premier ministre. Deux questions avant de passer la parole à la rapporteure, et je ne l'oublierai pas cette fois-ci. La première, c'est concernant le volet financier. Vous avez évoqué le fait que les Britanniques ont participé financièrement à la sécurisation des infrastructures ferroviaires aux abords du tunnel. Je voulais savoir si, à l'époque, il y avait aussi d'autres considérations financières qui avaient été prises en charge par les Britanniques, notamment sur la sécurisation par rapport au volet humain, c'est-à-dire force de l'ordre, etc., pour la sécurisation du Calaisis. Et ma deuxième question, c'est avec 10 ans un peu plus de 10 ans de recul sur ces accords de 2014 et les évolutions qui ont eu lieu
avec les différents traités bilatéraux qui ont été signés, comment vous jugez de l'évolution de la situation? Et puis j'ai une troisième petite question, si vous me permettez, c'est que il y a eu la mise en œuvre du Brexit, hein, qui a été voté en 2016 par référendum par les Britanniques, mise en œuvre en 2020. Mon sentiment, c'est que on n'a pas suffisamment pris en considération la sortie des Britanniques de l'Union européenne et le fait que désormais la frontière entre la France et le Royaume-Uni est une frontière extérieure de l'Union européenne. Et donc, je voulais avoir votre avis sur la manière d'appréhender les choses qui devrait être la nôtre désormais, ou faut-il rester dans des accords bilatéraux alors que nous sommes désormais une vraie frontière d'extérieur de l'Union européenne? Notre souhait était que les Britanniques contribuent financièrement à la sécurisation du trafic ferroviaire transmanche, pour des raisons qui n'étaient au fait que des citoyens britanniques, les no-borders, étaient présents à proximité du site, poussaient les migrants à utiliser ces moyens ferroviaires au péril de leur vie, sans beaucoup de courage d'ailleurs. Ces no-borders qu'on présentait comme des grands humanitaires étaient cachés derrière des bosquets, incitaient des migrants à prendre les trains, les voyaient tomber et mourir avec un cynisme total. Et puis une fois que c'était fait, ils partaient. Bon. Donc c'était des humanitaires en peau de lapin. Et donc nous étions déterminés, ces humanitaires, ces no-borders, à les traiter comme il convenait, c'est-à-dire à les identifier, et comme ils étaient britanniques, à faire en sorte que les Britanniques les reprennent. C'était la moindre des choses. Et donc j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que les moyens des Britanniques destinés à régler ce sujet puissent être significatifs, et ils ont été régulièrement augmentés et ont fait l'objet d'un travail de coopération avec la police nationale. Il y avait un deuxième sujet qui nous importait, c'est que nous accompagnions humanitairement les migrants qui étaient à Calais, qui étaient plusieurs milliers, en termes de soins, en termes de repas. Quand je dis nous, ce n'était pas seulement l'État. Il faut avoir là aussi l'honnêteté de reconnaître que les associations humanitaires ont fait un travail absolument remarquable, dans un contexte de relation avec le ministère de l'Intérieur qui n'était pas toujours simple, jusqu'au moment où l'évacuation s'est produite et où ils se sont rendus compte de l'importance de ce que nous avions pu faire ensemble, en dépit des positionnements différents des uns et des autres. Bon. Mais nous financions seuls tout cela, et nous contribuions seuls. Donc il y avait un souhait de la part du gouvernement français de voir les Britanniques contribuer aussi à cette action de solidarité. Le discours du gouvernement conservateur britannique était de dire « mais si nous faisons cela, nous envoyons le signal qu'on peut venir ». La réponse qui était la nôtre était le signal n'a pas besoin d'être donné pour que les gens soient là, ils sont là, et il nous faut bien faire face à la situation humanitaire. Bon. Et donc le compromis qui avait été trouvé, qui était insatisfaisant, mais qui avait quand même contribué à faire changer la doctrine du gouvernement britannique, c'est que le soutien pouvait se faire pour les migrants rassemblés dans des camps ou pris en charge à distance du point de transit, de passage vers le Royaume-Uni, c'est-à-dire à Calais. C'est ainsi que le compromis s'est fait. Bon, ça c'est pour le premier sujet. Deuxième sujet, les accords, leur évolution, le Brexit. Bon. Les accords, à ma connaissance, n'ont évolué qu'en 2018, lorsque le président Macron a dû signer avec son homologue britannique un nouvel accord à Sandhurst. Cet accord n'est pas fondamentalement différent dans son esprit et dans sa lettre des accords qui avaient été signés en 2003, ou des accords complémentaires qui ont été signés en 2015 et 2016 entre Theresa May et moi concernant les modalités d'accompagnement par les Britanniques de l'effort fait par la France.
beaucoup de ceux qui gouvernent aujourd'hui expliquaient à l'époque où j'avais la charge de ces questions que ce que nous faisions n'était pas suffisamment généreux et qu'il convenait de renoncer aux accords du Touquet, de les dénoncer. J'étais extrêmement réservé sur cette stratégie pour une raison très simple, c'est qu'il y avait une clause dans les accords du Touquet qui était une clause juridique insurmontable, enfin inchangeable, et qui était une clause qui posait le principe que si l'on dénonçait les accords de Touquet, dans les 2 ans qui suivaient les accords du Touquet, ils continuaient à s'appliquer. Donc très concrètement, nous avions une crise migratoire massive. Cette crise migratoire a conduit 2,5 millions de personnes arrivées sur le territoire européen en 15 mois. Si j'avais envoyé à ce moment-là le signal avec le gouvernement français que nous remettions en cause ces accords alors que je ne pouvais pas en modifier les équilibres pendant 2 ans, j'avais pendant 2 ans un effet d'appel d'air sur le territoire national et sur Calais, sans aucun instrument juridique pour y faire face. Donc tous ceux qui proposaient la remise en cause des accords de Calais, du Touquet, pardon, sans intégrer le fait que nous avions 2 ans avant que ces accords ne puissent être levés, et alors même que nous étions confrontés à une crise migratoire, n'intégraient pas dans leur raisonnement que pendant les 2 ans, nous serions confrontés à la pression en étant totalement démunis. Bon. Et ces clauses sont toujours là. Et donc, il faut faire extra. Ces accords ont été négociés de façon léonine, mais le caractère léonin des accords continue à être un élément avec lequel nous devons faire aujourd'hui, si nous voulions en sortir. Bon. Donc, j'ai toujours considéré que ces accords étaient déséquilibrés, mais plutôt que de les remettre en cause, il convenait d'en maîtriser les conditions d'application en imposant par-delà ces accords aux Britanniques d'autres contraintes et d'autres conditions que celles prévues par les accords, en utilisant d'ailleurs tous les sujets sur lesquels les Britanniques nous demandaient de négocier avec eux, pour obtenir d'eux, par d'autres moyens que la renégociation des accords, leur équilibrage. C'était la stratégie qui était la nôtre. Je pense que cette stratégie est la seule possible. Troisième élément, la question du Brexit. Alors, je vais vous donner quelques anecdotes sur cette période-là, parce que c'était une période extrêmement intéressante et parfois assez paradoxale. Extrêmement intéressante parce que lorsque je prends mes fonctions de ministre de l'Intérieur, la question du Brexit, elle est déjà dans le paysage. Et quelques jours après ma prise de fonction, la ministre de l'Intérieur britannique demande une rencontre. Et quel est le sujet qu'elle met sur la table? Elle dit, voilà, nous bénéficions d'un opt-out sur un instrument prévu par l'Union qui s'appelle Prüm. Prüm, c'est un programme qui permet de partager un certain nombre d'informations sur les données papillaires, les éléments génétiques, enfin les traces génétiques qui résultent des enquêtes des différents services de police. Nous n'avons pas voulu bénéficier de cet instrument. Il y a une crise terroriste. Nous ne sommes pas dans Schengen. Il y a beaucoup d'informations dans le système d'information Schengen. Nous voudrions disposer d'un opt-in concernant Prüm. C'est-à-dire qu'au moment où les conservateurs et une partie de UKIP, et une partie des Britanniques, qui se révéleront majoritaires, demandent à sortir de l'Europe, le gouvernement vient demander au gouvernement français de discuter avec les autres ministres des Affaires européennes et de l'Intérieur pour essayer d'accepter l'idée de l'entrée du Royaume-Uni dans des instruments de l'Union auxquels ils n'avaient pas souhaité se trouver associés, pour des raisons qui ne tenaient au fait qu'ils avaient compris que sans ces instruments, ils seraient face au terrorisme, face à la grande délinquance internationale, face aux organisations criminelles internationales, démunis. Ce qui était vrai. Et d'ailleurs, beaucoup des discussions qui ont eu lieu au moment du Brexit et après ont conduit les plus farouches partisans du Brexit, qui voyaient dans l'Europe la raison de l'envahissement migratoire, du risque sécuritaire, etc., à demander à pouvoir bénéficier de tous les instruments
des traités de l'Europe pour être protégés des risques pour lesquels ils avaient demandé à sortir de l'Union. C'était une tartufferie absolument considérable. Bon, et c'est ce qui s'est produit à l'époque. Mais moi, j'ai vu un grand avantage de cela, parce que comme j'ai vu immédiatement que c'était le sujet par lequel les conservateurs britanniques qui n'étaient pas favorables au Brexit pourraient tenter de convaincre l'opinion publique britannique du fait qu'il n'était pas intéressant de sortir de l'Europe pour les motifs évoqués par UKIP, j'ai dit à Theresa May, moi je veux bien vous aider sur ce sujet-là, mais j'ai besoin de contrepartie. Le Passenger Name Records, il faut vous battre pour essayer de faire en sorte que nous ayons une position commune, Calais, etc. C'est comme ça que la négociation sur Calais a été possible. Et je pense que c'est tout ce qui ne se voit pas au moment où ça se négocie. Mais c'est ce qui est utile dès lors que c'est négocié. Et donc c'est comme ça que nous avons agi. Et le Brexit a été un sujet très important avant que ça ne se produise. C'est vrai que vous avez raison de dire que une fois que le Brexit s'est produit, le statut de la frontière n'est plus le même, mais les problèmes demeurent. Les problèmes demeurent. Donc vous pouvez considérer qu'au motif que le statut de la frontière n'est plus le même, vous pourrez traiter les problèmes autrement, mais si vous vous mettez à traiter les problèmes autrement au motif que le statut de la frontière n'est plus le même, vous prenez le risque d'accroître les problèmes. Et si les problèmes s'accroissent, c'est nous, compte tenu du contenu des accords, qui prenons toute la charge sur les épaules. J'ajoute à cela que le contenu des accords du Touquet est déconnecté des instruments de l'Union. Donc, juridiquement, c'est pas parce que vous avez le Brexit que vous pouvez dire, comme certains acteurs politiques l'ont dit, c'est fini, les accords du Touquet. C'est beaucoup plus compliqué que ça en droit. Merci, Madame la rapporteure. Pour que je puisse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je comprends. Plusieurs questions, évidemment, Monsieur le Premier ministre. Vous avez cité la durée de 2 ans pendant lesquels perdurent les accords s'il y avait une dénonciation. Est-ce que vous considérez que cette disposition des accords du Touquet met la France dans une situation sous pression ou d'être en tenaille? Est-ce que ces 2 ans, en tout cas, empêchent de penser ce que pourrait être l'après-accord du Touquet ou toute évolution des accords du Touquet? C'est ma première question. Ce matin, nous avons reçu Monsieur Vignon pour nous parler du rapport Vignon-Haribo. Oui, exactement. Donc, eux-mêmes avaient fait la proposition, suite au démantèlement de la jungle, d'avoir un accueil inconditionnel à proximité du littoral en dur. Pourquoi avoir refusé cette proposition, qui est plutôt d'avoir choisi des lieux éloignés du littoral et dispersés? Nous avions tout à l'heure des représentants de la CNCDH qui nous disaient que ça avait quelque part organisé la dispersion des exilés, mais absolument pas empêché les tentatives de passage, puisque quand il y a volonté de passage, les personnes, même si elles sont éloignées, reviennent. Et puis, ça a donné lieu par la suite à une entrée progressive puis systématique de la stratégie 0 point de fixation. Est-ce que cette doctrine a fait l'objet d'écrits? Si oui, évidemment, nous souhaiterions pouvoir les avoir. Et sinon, est-ce que vous pouvez, à minima, nous énoncer les principes de cette stratégie 0 point de fixation? Je vous remercie. J'aurai d'autres questions par la suite. Première question, les 2 ans. Bon, les 2 ans sont un témoignage, s'il en était besoin, de la capacité des Britanniques, par la diplomatie dans laquelle ils excellent, de négocier dans des conditions qui leur sont favorables, des traités qui leur permettent d'atteindre une grande partie de leur but. Il y a un génie diplomatique des Anglais qui s'est exprimé à maintes reprises dans l'histoire et qui conduit une diplomatie particulièrement intelligente et performante, très fine, très persévérante, très opiniâtre, très fatigante pour l'interlocuteur, à réitérer ses demandes jusqu'à ce qu'au terme de ces demandes, l'objectif soit atteint. Bon. C'est ce qu'ils ont fait.
à ce moment-là, la France, qui avait la volonté d'apporter la démonstration qu'elle pouvait régler le problème de Sangatte, a considéré que cette concession faite aux Britanniques, plus les 1000 Irakiens repris par elle, permettait d'atteindre l'objectif de communication politique que le gouvernement de l'époque s'était assigné et dont le ministre de l'Intérieur de l'époque était le principal acteur. Du point de vue de la communication politique, ça a très très bien fonctionné. Du point de vue de la pérennité de l'action et de son efficacité, c'est pour les raisons qui tiennent au déséquilibre de l'accord tout à fait contestable. Donc ces 2 ans sont un verrou intelligemment mis par les Britanniques dans l'accord pour rendre la renégociation de l'accord extraordinairement difficile. Mais, encore une fois, comme ces sujets sont très compliqués, qu'ils font l'objet de communication politique qui procède souvent par amalgame et par posture, l'honnêteté me conduit à reconnaître que dans les années qui ont suivi la négociation de ces accords, du point de vue britannique comme du point de vue français, le but a été atteint, puisque le nombre de migrants a sensiblement diminué à Sangatte et Calais, et que le nombre de demandes d'asile au Royaume-Uni a considérablement diminué. Donc, si je m'en tiens aux faits, et on peut aimer la politique et s'éloigner des faits, mais moi, ce n'est pas la conception que j'en ai. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître les choses. Ce qu'a mis en place Nicolas Sarkozy à l'époque a été un succès en termes de communication. Ça a été une grande difficulté pour les maires des zones littorales. J'étais à l'époque maire de Cherbourg. On a eu un afflux très important de migrants venant de Sangatte, sans aucun concours de l'État pour leur prise en charge. C'est les collectivités locales qui l'ont fait. Mais le nombre de migrants concentrés sur les ports pendant les années qui ont suivi a sensiblement diminué. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on ne puisse plus passer, du fait de ce double contrôle, a conduit les acteurs de la traite des êtres humains à ne plus pouvoir prélever la dîme qu'ils prélevaient sur les migrants avec autant de facilité qu'auparavant, en leur disant qu'ils pouvaient passer alors que tout témoignait qu'ils ne pouvaient plus. C'est quand la crise migratoire a fait connaître une nouvelle pression sur les frontières extérieures de l'Union européenne que le problème s'est reposé de façon bien plus importante et bien plus significative qu'auparavant. Deuxième élément, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu qu'on mette en place des structures en dur à proximité de Calais ? Pour plusieurs raisons, qui sont de principe et d'efficacité politique. La raison de principe, et c'était un sujet de débat entre les organisations humanitaires et les ONG présentes sur site, mais également présentes au sein de la CNCDH, devant laquelle je me suis rendu à plusieurs reprises pour expliquer ce que nous faisions, c'est qu'on ne demandait pas l'asile à Calais. On demandait l'asile à la France. Et on demandait à la France de bien vouloir remplir les conditions d'un accueil digne pour faire en sorte que ceux qui bénéficiaient du statut de réfugié en France puissent en bénéficier dans les meilleures conditions. Et comme ministre de l'Intérieur, j'estimais que dès lors que la politique que nous mettions en place était une politique qui était destinée à assurer l'entrée le plus rapidement possible dans le dispositif national d'asile de ceux qui relevaient du statut de réfugié, d'une part. D'autre part, que nous donnions les moyens à la France de faire cet accueil en augmentant significativement les places en CADA et les personnels de l'OFII et de l'OFPRA destinés à les accueillir, et que nous substituions à un accueil aléatoire, forain et inhumain dans une jungle, un accueil dans des bâtiments en dur. Il y avait 10 000 migrants quand même, qu'il appartenait à l'État d'organiser la chose comme il l'entendait, pour atteindre ses objectifs. Et que la mise en place d'un dispositif en dur à proximité de Calais consistait à reconstituer un problème là où toute la politique que nous avions mise en place était destinée à régler ce problème. Donc je ne l'ai pas fait pour cette raison-là. Ce n'était pas du tout par non-sensibilité au sort des migrants, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous voulions assurer un accueil qui soit le plus digne possible, dans des conditions qui correspondent à des standards humanitaires qui devaient être ceux d'un pays comme le nôtre, il fallait organiser l'accueil pour que ce soit possible. Et par ailleurs, la répartition, et ça s'est révélé, j'espère que votre commission d'enquête pourra
enquêté sur ce point. La répartition des migrants sur le territoire national a été aussi une condition de l'acceptation, de l'intégration plus facile de ces migrants partout en France. Et d'ailleurs, vous avez vu vous retrouverez ça aussi dans les coupures de presse, il y avait plusieurs réactions lorsque cette politique a été mise en place. Une réaction de certains organes de presse et de certaines formations politiques plutôt à gauche sur le thème « Vous organisez à partir de Calais la déportation des migrants », c'était le terme qui était utilisé, hein, y compris par le biais de la presse. Et puis j'avais une réaction très à droite sur le thème « Vous allez créer partout des mini-Calais ». Et vous allez créer 467 mini-Calais en France. Nous avons créé des centres d'accueil d'orientation. En a-t-on entendu parler de façon spectaculaire par la suite? Pas du tout. Parce qu'il y a eu une politique d'accompagnement par les préfets, par les maires. Les maires de toute sensibilité ont fait un travail remarquable, sans lequel cette politique dont je vous ai décrit le contour n'aurait pas été possible. Des maires de toute sensibilité. Ils avaient été réunis par nos soins à la Maison de la Chimie, avec le concours de l'Association des maires de France, des maires des petites villes, des maires des grandes villes, pour présenter le dispositif, et beaucoup des maires se sont engagés, ont mis des locaux à notre disposition. C'était ça notre politique. Et c'est ce que nous avons fait. Je veux bien qu'on revienne sur la stratégie 0 point de fixation et sur sa doctrine, et également si... lorsqu'elle a été envisagée, ce que l'on voit maintenant depuis, hein, avec des démantèlements parfois toutes les 24 heures à Calais, mais on en voit aussi à Grande-Synthe et à côté de Dunkerque. Ce qu'on voit, c'est des lacérations de tentes, parfois l'utilisation de gaz lacrymogène, des saisies d'affaires qui peuvent être parfois, par exemple, des saisies de médicaments. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui faisait partie des ordres donnés aux forces de sécurité pour pouvoir démanteler ces camps? Absolument pas. Et comme c'est une commission d'enquête et que toutes les instructions que j'ai données au service ont été archivées, parce que vous savez que quand vous êtes membre du gouvernement et que vous quittez le gouvernement, vous remettez, enfin si vous êtes dans le respect des règles, toutes vos archives aux archives nationales, votre commission d'enquête peut obtenir les instructions, les circulaires signés de ma main ou de mon directeur de cabinet qui rendent compte des... Et puis vous pouvez aussi auditionner une éminente préfète qui a été ma principale collaboratrice sur ce sujet et qui a fait un travail absolument remarquable, qui était préfète du département du Pas-de-Calais, qui est Fabienne Bussiot. Vous allez voir les instructions qu'elle a reçues de ma part, elle vous les donnera en direct. Non, la 0 point de fixation, c'était pas du tout ça. C'était, nous mobilisons les moyens de l'OFI et de l'OFPRA sur place, et notamment les moyens de l'OFI. À chaque fois que des migrants arrivent, et j'avais souhaité que cela puisse se faire en liaison avec les ONG qui étaient présentes sur place, qui ont été, selon certaines, très coopératives, d'autres moins, pour des raisons de principe, de posture, que je n'approuvais pas mais que je comprenais, et qui n'ont pas d'ailleurs altéré la nature des relations que j'ai pu avoir avec elles. Ces organisations non gouvernementales, avec l'OFI, allaient au contact des migrants, et puis essayer de faire en sorte qu'on puisse les prendre en charge pour faire en sorte de les faire rentrer dans le dispositif national d'asile, et lorsqu'ils ne relevaient pas de l'asile, d'organiser leur reconduite. Parce que la politique migratoire, qui était celle que je préconisais à l'époque, reposait sur un équilibre. Si nous voulons bien accueillir ceux qui doivent l'être, nous devons reconduire à la frontière ceux qui n'ont pas vocation à être accueillis. Sinon, nous ne pourrons pas assurer la soutenabilité de l'accueil. C'est d'ailleurs sur ce point que la contestation existait, puisque certains acteurs, parmi les membres de la CNCDH ou des ONG, considéraient qu'il fallait accueillir tout le monde. Je pensais que si nous voulions bien accueillir ceux qui relevaient du statut de réfugié en France, nous ne pouvions pas accueillir tout le monde. Et le 0 point de fixation était destiné aussi à accompagner au mieux ceux qui devaient rester, mais aussi ceux qui ne pouvaient pas rester. Et il n'y a aucune instruction qui a jamais été donnée correspondant aux agissements dont vous venez de faire état. Et d'ailleurs, lorsque des événements se sont produits
qui ne correspondaient pas aux instructions que j'avais données. Il y a eu systématiquement des rétextes, des réunions avec la préfecture et les services locaux pour refaire passer les instructions, augmenter les conditions d'encadrement par l'autorité civile des forces de sécurité, qui ont fait globalement un travail difficile dans des conditions tout à fait estimables. Donc je comprends dans la dernière précision qu'il est arrivé à certains moments, soit sous votre mandat de ministre de l'Intérieur, soit sur celui de Premier ministre, qu'il y ait des démantèlements de lieux de survie dans lesquels il y ait une intervention policière où des affaires étaient saisies, où des tentes ou des couvertures étaient elles-mêmes saisies, ou même de débordements plus graves que cela. Je vous ai presque dit le contraire. Je vous ai dit qu'aucune instruction n'avait été donnée de ma part, et la traçabilité de ces instructions peut être retrouvée dans les archives laissées par moi aux archives nationales, qu'aucune instruction de cette nature n'avait été donnée, que la politique qui était la nôtre était une politique qui consistait à mobiliser les moyens de l'OFII pour entrer au contact avec les migrants et faire en sorte que leur situation particulière et singulière puisse être prise en charge, qu'il peut arriver dans l'État que, en dépit des instructions qui soient données, il y ait des dysfonctionnements. Il peut arriver aussi que lorsque des instructions sont données et qui ne correspondent pas à ce qui se passe sur le terrain et que des dysfonctionnements apparaissent, on impute volontairement au ministère de l'Intérieur la responsabilité des dysfonctionnements, parfois même au ministre, et qu'on en fasse une exploitation politique, voire même politicienne. Je l'ai vécu. Mais la traçabilité des instructions données est susceptible d'être reconstituée, ça ne pose pas de difficulté, et vous êtes en situation de le faire. Mais il n'y avait pas de politique de lacérage de tentes faisant l'objet d'instructions, etc. Ça m'aurait d'ailleurs beaucoup choqué, je m'y serais totalement opposé, et j'aurais rétabli les choses. En revanche, ce qui a pu se produire, c'est que les no-borders, d'une part, et les acteurs de la traite des êtres humains, parce que ces acteurs abjects dont je vous parlais allaient dans les tentes des migrants pour prélever leurs dîmes jusque dans la jungle de Calais. Et à ce moment-là, il y avait effectivement du renseignement qui était en action, des interventions de la police. Ces interventions de la police, compte tenu de la violence des acteurs de la traite des êtres humains, pouvaient être vives, mais elles concernaient des criminels, pas des migrants. Je termine sur cette stratégie 0 point de fixation. D'abord, en vous demandant peut-être une précision, est-ce que vous faites une distinction entre no-border et passeurs ? Parce que là, vous aviez l'air en tout cas, d'accoler les deux termes. Donc, je voulais savoir la distinction que vous faisiez. Et ensuite, au regard de ce qu'est la stratégie actuelle, en tout cas ses pratiques, son fonctionnement actuel, où les membres de l'OFPRA et de l'OFII n'ont plus de place prédominante, voire une place absente des démantèlements, et que l'intervention policière et de forces de sécurité privées est-elle majoritaire aujourd'hui ? Est-ce que vous jugez, quel regard vous portez sur cette stratégie ? Est-ce qu'aujourd'hui, telle qu'elle se pratique, vous confirmeriez cette stratégie et la laisseriez en place ? Je ne mets pas sur le même plan les no-borders et les passeurs. Les passeurs relèvent des organisations criminelles internationales. Et les no-borders sont des agitateurs qui peuvent, avec un cynisme total, conduire à la mort des individus dont ils disent vouloir assurer la protection. Et ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, et de façon très douloureuse. Ces no-borders étaient là pour créer une agitation avec un certain nombre d'acteurs ayant des objectifs politiques. Ces objectifs politiques m'apparaissaient l'emporter sur la préoccupation du sort des migrants. Je trouvais cela cynique. Je l'ai exprimé et j'ai tout fait pour que ces acteurs ne puissent pas pousser, cacher derrière des bosquets, des migrants à monter sur des trains en marche au péril de leur vie. Voilà, c'était ça. Et cette position était partagée assez largement par tous ceux qui vivaient sur le territoire, quelle que soit leur sensibilité politique. La maire de Calais voyait cela et en avait parfaitement conscience. Le président de la région voyait cela, en avait parfaitement conscience. Le député socialiste voyez cela, en avait parfaitement conscience. Moi-même, comme ministre de l'Intérieur, je le voyais, j'en avais parfaitement conscience. Il y avait un consensus politique sur ce sujet. Et d'ailleurs, je dois aussi à la vérité dire que sur cette stratégie-là, et après de nombreux débats, le président de région, Xavier Bertrand, a été
un partenaire avec lequel nous avons pu travailler de façon extrêmement sérieuse, solide, sans qu'à aucun moment des considérations de petite politique ne viennent perturber la coopération que nous avions bâtie pour essayer de faire en sorte que le sort des migrants puisse être traité avec toute l'humanité qui convenait. Voilà. Ok. Sur la dernière question, c'est-à-dire vu l'évolution des pratiques. Merci. Non, mais la politique a changé. Hein, la politique a changé telle que je l'aperçois. Je n'ai pas encore toutes les informations. Je n'ai pas la même granularité d'informations que celle dont je pouvais disposer à l'époque. Et c'est d'ailleurs très rassurant pour le bon fonctionnement de la République. Mais ce que je perçois, c'est que tous les moyens qui avaient été mis en place et qui étaient un élément déterminant de la politique, c'est-à-dire OFI, OFPRA pour un contact humain destiné à prendre, bon, n'a pas été considéré comme une politique devant être maintenue. J'ai le sentiment que ces effectifs-là, qui étaient un élément structurel de la politique mise en place, ont été retirés. Bon. Et ça, c'est très embêtant parce que c'était, encore une fois, très important dans la stratégie globale. Deuxièmement, comme cet élément était très stratégique, et qu'il était stratégique pour éviter la reconstitution de concentration, la concentration est revenue. À certains moments, j'ai vu qu'il y avait quelques mois ou quelques années, peut-être 18 mois ou 2 ans, il y avait de nouveau des problèmes de présence de plusieurs centaines de migrants à Calais. La maire de nouveau s'était exprimée. Et à ce moment-là, ça a remis en mouvement les logiques plus policières. Et moi, j'étais obligé d'avoir des moyens policiers sur place parce qu'il y avait une très forte pression sur les passages avant que la sécurisation n'intervienne et que cette stratégie globale soit mise en œuvre et fasse connaître ses effets. Mais une fois que le démantèlement est intervenu, c'était OFI, OFPRA qui était présente, et ça me permettait d'ailleurs, comme il y avait une pression terroriste très très importante, d'utiliser ces effectifs par ailleurs pour autre chose. Bon, à partir du moment où la stratégie que vous avez appelée zéro point de fixation est abandonnée dans tous ses volets, et notamment dans le volet humain, la concentration revient et les logiques policières ressurgissent. Et ça, j'ai bien vu que ça s'était produit, bien entendu. Une toute dernière question. Avec quel autre, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur sur ce mandat-là, cette période-là, pardon, avec quel autre ministre du gouvernement étiez-vous en contact pour traiter des conditions de vie des exilés ? Vous avez raison de me poser cette question parce que il y a 2 ministres du gouvernement avec lesquels nous avons beaucoup travaillé. La ministre du Logement, Emmanuelle Cos, qui a joué un rôle absolument déterminant dans la mise en œuvre de cette stratégie, qui a fait un travail absolument remarquable. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette relation avec Emmanuelle Cos et le ministère du Logement et ses collaborateurs à l'époque, nous n'aurions jamais réussi à faire ce que nous avons fait pour Calais. La mobilisation de la ministre du Logement, dans le cadre d'un pilotage interministériel aussi, c'est-à-dire que Matignon joue un rôle très important parce qu'il y avait le ministère du Logement qui intervenait, il y avait le ministère du Budget. Il a fallu allouer des moyens budgétaires pour l'augmentation des effectifs de l'OFI, de l'OFPRA. Il a fallu rendre des arbitrages interministériels. Donc cette stratégie globale est une stratégie qui était fondée sur une relation bilatérale logement intérieur et intérieur garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'avec Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas sur l'aspect droit des migrants, loi asile, immigration, etc., nous avons été amenés à travailler de façon très, très, très étroite pour que le volet migratoire et le volet judiciaire soient traités en cohérence. Donc, il y a eu un travail interministériel très, très important et qui a fait l'objet d'une très bonne articulation entre l'intérieur, la place Vendôme, l'intérieur, ministère du Logement. Et notamment un plan mis en œuvre avec Emmanuelle Cos
copiloté qui a été extrêmement structuré, et cette collaboration a été très précieuse. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Taché a demandé la parole. Avant qu'on commence les questions nouvelles, je vais vous demander de faire de manière très ramassée. Je vais vraiment faire au mieux. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet important que sont les accords du Touquet, par lesquels les Britanniques externalisent assez largement leur politique migratoire, et que je connais bien puisque j'étais associé à quasiment chacune des étapes que vous avez décrites en tant que conseiller de Sylvia Pinel et d'Emmanuel Cos à l'époque en charge des questions d'hébergement, ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec vos équipes en lien direct, avec vous parfois même. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais du temps a passé depuis, mais je vais me limiter à deux. Mon premier dossier en tant que conseiller ministériel a été précisément d'installer les places d'hébergement dans les fameux bungalows sur la place de Calais, enfin sur la lande de Calais, à la demande de ma ministre suite à votre interpellation et ensuite en lien direct avec vos équipes, ce qui était une chose très importante dans la politique qui a été mise ensuite en œuvre à travers la politique des CAO, qui était effectivement une politique publique dont nous n'avons pas à rougir, je crois. Le dernier dossier a été de retirer ces hébergements au moment de l'opération d'évacuation. Moi, c'est le moment où j'ai quitté le cabinet d'Emmanuel Cos, parce que je ne voyais pas la logique qui conduisait à ça. Vous vous en êtes expliqué sur un certain nombre de points, et notamment pourquoi, à l'époque, nous n'avons pas retenu les propositions, vous n'avez pas retenu les propositions de Jérôme Vignon et de son association qui, pour l'évacuation, avait joué un rôle décisif en faisant le diagnostic. Vous vous rappelez très certainement de tout ça. D'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de politique d'asile à mettre en œuvre depuis Calais, mais il y avait une politique d'hébergement d'urgence à mettre en œuvre depuis Calais. Il y a un principe d'inconditionnalité de l'hébergement qui est dans notre code, vous le savez parfaitement, et qui nous obligeait à prendre en compte les milliers de personnes qui étaient encore là et celles qui allaient encore arriver. Et pour autant, nous avons retiré, l'État a retiré ces hébergements. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors la campagne présidentielle approchait, mais je ne peux pas croire que ce soit uniquement ça. Est-ce que c'est vraiment ce fameux dogme de la dissuasion migratoire qui consiste à ce que certains services du ministère de l'Intérieur considèrent que l'hébergement d'urgence est toujours finalement une difficulté supplémentaire dans la mise en œuvre de la politique migratoire? Je veux vous poser cette question parce qu'elle est au nœud finalement du débat qu'on a sur ces questions. Et puis j'en aurai simplement une seconde. Vous avez dit que vous, dans votre conception, l'État doit d'abord agir et ne pas parler. Je comprends cette logique et que les fonctions tribuniciennes ne sont pas forcément les fonctions essentielles. Pour autant, avec le recul, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas qu'à l'époque, on a manqué quand même d'un discours clair du Président de la République, de votre part peut-être, je ne dis pas que vous ne disiez pas ce qu'on faisait, mais qui expliquait vraiment aux Français pourquoi une politique d'accueil et d'intégration était indispensable. Et que ce manque de discours clair a finalement peut-être contribué à la montée d'un certain nombre d'idées, beaucoup plus que les mouvements politiques ou les associations qui revendiquent cette politique d'accueil et d'intégration de manière explicite et claire. Moi, je crois qu'on a, à cette époque-là, manqué de ce type de discours. Je ne peux pas vous suivre sur le deuxième point, puisque c'est moi qui faisais les discours. Alors, non pas que je n'ai pas une certaine propension à l'autocritique, mais enfin, ce que j'ai surtout vu à l'époque, ce n'est pas l'absence de clarté de ce que nous disions, c'est l'intérêt qu'avait un certain nombre d'acteurs à ce qu'en dépit de ce que nous disions, il n'y ait pas la clarté. Quand nous faisons partir 10 000 migrants de Calais pour les mettre dans 467 centres d'accueil et d'orientation, des bâtiments en dur, avec une mobilisation des collectivités locales, des services de l'État, des préfets, qui pendant 9 mois avant que cette évacuation ne se fasse, en visioconférence, quasiment tous les 2 jours, visioconférence auxquelles je participais le matin à 9h, déterminer les conditions d'accueil, etc. Bon. J'avais des manifestants, plutôt d'extrême gauche, qui expliquaient, avec parfois des artistes, des comédiens réputés, que nous organisions la déportation, vous vous souvenez, des migrants à partir de Calais. Bon. Quand vous avez fait ce travail de déportation, c'est un terme qui a quand même une signification. Bon. Je ne considérais pas que tout cela était très digne. Et ce que nous faisions à l'époque était très clair, mais ce qui était dit sur ce que nous faisions n'était pas toujours très digne. Il y avait aussi des acteurs qui expliquaient, c'était un discours inverse et symétrique, que nous allions créer à travers ces 467 centres d'accueil et d'orientation les conditions du grand remplacement partout dans les campagnes, que c'était une politique irresponsable. En réalité, cette politique, elle était
dictée par des considérations assumées que j'ai rappelées devant votre commission. Et comme vous avez été le conseiller de Sylvia Pinel et d'Emmanuel Causse, vous devez vous souvenir des conversations que nous avions à l'époque, en présence y compris des associations humanitaires et non gouvernementales, puisque nous avions réuni, je crois, au ministère du Logement. Notre politique, elle était très clairement énoncée. C'était, nous considérons que la jungle de Calais est sur le plan humanitaire ce qui ne peut pas durer, parce que des enfants puissent être scolarisés sous des bâches en plastique alors qu'on peut les mettre dans les écoles de la République partout en France n'est pas digne. Que l'on puisse faire la queue dans la pluie et dans la boue de la jungle de Calais pour avoir un repas par jour, alors que ces repas pourraient être servis dans des bâtiments en dur pour des personnes qui ont déjà beaucoup souffert dans leur pays, qui ont beaucoup souffert sous le chemin de l'exil, qui ont beaucoup souffert de la pression inhumaine exercée sur eux par les acteurs de la traite des êtres humains, n'est pas digne. Bon. Donc le discours était clair, mais il y avait beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas intérêt à la clarté de ce discours. D'ailleurs, ils ont atteint leur but sur ce sujet et sur d'autres. Bon. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a enlevé les bungalows? Mais je me suis déjà expliqué sur ce sujet. Et là aussi, vous pouvez être en désaccord, mais il y a une clarté. C'est qu'à partir du moment où nous créons les conditions d'un accueil en France, en mobilisant les moyens de la nation pour assurer cet accueil. Et quand je dis les moyens de la nation, je dis les moyens de la nation pour ne pas avoir à dire les moyens de l'État. C'est-à-dire que moi, je n'oublie pas les maires de toute sensibilité, de droite et de gauche, qui sont mobilisés pour rendre cela possible, avec un niveau d'engagement des services publics absolument remarquable. Eh bien, j'ai mis en œuvre cette politique parce que l'asile, l'accueil inconditionnel, il n'était pas à Calais. Vous avez raison de dire qu'une fois qu'on a démantelé, il faut pouvoir assurer l'accueil. Mais c'est précisément parce que le maintien de ces bungalows à Calais crée les conditions d'une concentration que nous avions réussi à vaincre et dont je ne souhaitais pas qu'elle puisse se reproduire, que je les ai démantelés pour faire en sorte de pouvoir répartir ces migrants sur le territoire national lorsqu'il arrivait dans des conditions infiniment plus dignes que celles auxquelles aurait conduit le maintien des bungalows en reproduisant des points de fixation et de concentration. Donc c'est pour des raisons qui tiennent à la cohérence et à la clarté d'une politique que nous l'avons fait. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas être d'accord avec cela, mais je pense que ce que nous avons fait était à l'époque cohérent. Et d'un point de vue de sécurité publique, de risque de trouble à l'ordre public, mais c'était, je dirais, accessoire au regard de ce qu'était notre objectif. C'était surtout pour des raisons humaines que nous l'avons fait. Et ce qui s'est passé dans les centres d'accueil et d'orientation, y compris dans la relation qui s'est nouée entre la population et les migrants, a témoigné du fait que ce n'était pas absurde. Parce que, comme vous étiez là à l'époque, vous savez très bien que la préoccupation conjointe du ministre du Logement, de la ministre du Logement et de moi-même, c'était non seulement que les conditions humaines soient dignes, mais que l'intégration, l'acceptabilité, la relation entre les citoyens et les migrants se passe dans des conditions qui soient à la hauteur de l'idée que nous nous faisions de cette affaire. Pour moi, pour vous dire qu'effectivement, ça fonctionnait bien, moi, il me semble que... S'il vous plaît. Si je peux juste avoir un tout petit rebond d'une seconde, je veux pas, mais il me semble quand même que la politique aurait pu être plus clairement assumée, qu'on a eu un peu la solidarité honteuse. Et pour le premier point qui est le plus important, les gens sont revenus, Monsieur le Premier ministre, les gens sont revenus. 10 ans de travail pour avoir finalement à la fin des gens qui sont revenus et qui sont sans solution de bungalow et d'hébergement puisque nous les avions enlevés. Je ne veux pas un dialogue, hein, Monsieur le Président, je ne veux pas perturber la séance. Pas, je n'aime pas les perturbations, vous le savez bien. Mais vous avez raison de dire que les gens sont revenus. Mais entre-temps, j'étais parti. Et la politique avait changé. Bon. Merci. On va essayer de faire question, réponse et pas de rebond. Monsieur de Florian, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pour savoir à qui vous avez affaire, je suis le député de Calais, nouvellement élu en 2024, sous l'étiquette Rassemblement National. J'ai 3 questions, si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer d'aller très vite. D'abord, vous évoquez évidemment le démantèlement de la jungle et qui était un bidonville de 10 000 âmes qui s'était constitué autour précisément d'un lieu institutionnel. Et donc,
Sauf que vous évoquez la constitution de cette jungle autour de ce lieu institutionnel, que sont les hébergements d'urgence avec les bungalows et le centre d'accueil de jour, comme étant un peu sui generis. En réalité, c'est quand même le gouvernement auquel vous appartenez qui l'avait mis en place sur proposition de la maire de Calais à compter de 2014. Et donc, la jungle, la création de la jungle, la constitution de la jungle s'est faite parce que justement, on a décidé de faire un point de fixation à l'extérieur de Calais, où il y avait des squats et des petits campements installés partout. Et donc, je pense qu'il faut aussi expliquer assumer le fait que vous avez fait peut-être une mauvaise appréciation collectivement, les responsables politiques de cette époque, en disant on va accueillir de manière institutionnelle les clandestins à un endroit, et résultat, il y a eu une jungle dont il a fallu traiter les conséquences sécuritaires, humanitaires, sanitaires, etc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est que vous avez choisi, au moment du démantèlement de cette jungle, de procéder à la répartition des clandestins sur le territoire français, dans les 467 centres d'accueil et d'orientation que vous avez évoqués. Moi, la question que je vous pose, c'est quelle est la légitimité politique de cette action que vous avez menée? Parce que les citoyens des communes où ont été accueillis ces migrants n'ont pas été consultés. Et ça a été évoqué par plusieurs intervenants au cours de cette audition. Quelles en ont été les conséquences politiques et électorales? Peut-être que justement, la montée du Rassemblement national, auquel j'appartiens, est la conséquence du fait que les Français, depuis des décennies, n'ont pas été consultés sur la politique d'immigration qui a été menée. Et nous sommes le résultat d'un choix démocratique, d'un choix qui a été imposé de manière non démocratique, non électorale, et il y a forcément une réaction du peuple français qui dit « mais non, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique ». Et puis le troisième point, si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, et j'en aurai terminé, Monsieur le Président, c'est qu'en 2012, le gouvernement auquel vous apparteniez, sous la présidence de François Hollande, a choisi de supprimer le délit de séjour irrégulier qui était devenu inopérant, inefficace, ineffectif. Alors que vous auriez pu explorer une autre solution, qui est celle que nous proposons au sein de mon mouvement et de mon groupe parlementaire, c'est celui de le renforcer, notamment par des leviers juridiques lourds, notamment l'appel au référendum et la modification de la Constitution, qui permettent que le délit de séjour irrégulier ne soit pas inefficace, inopérant et non opérationnel, mais qui soit au contraire supérieur à la norme européenne et qui permette la rétention et la restriction à la liberté de circulation. Et voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fait le choix de la répartition et de la dilution des migrants installés dans la jungle, et non pas celui de la fermeté et de l'affirmation de la souveraineté de l'État, à moins de soumettre un choix démocratique dans un cadre électoral? Lorsque le problème a été présenté par la maire de Calais, qui n'est pas de ma sensibilité politique, il y avait des squats partout sur le territoire de la ville. On aurait pu laisser ces 4, 5, 6 squats en l'état et ne prendre aucune décision et ne s'occuper de rien. La décision qui a été prise, c'est précisément pour aboutir à un résultat maîtrisé dans le cadre d'une politique que je vous ai expliquée de façon extrêmement détaillée, de faire en sorte que ces personnes puissent être humainement traitées, de sorte que cette jungle puisse être évacuée dans des conditions qui correspondaient à un haut standard d'exigence humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le risque de les rassembler. Vous dites c'est le risque que vous avez pris qui explique le fait qu'il y en ait eu beaucoup. Ben non, monsieur le député. Ce qui explique le fait qu'il y en ait eu beaucoup, ce n'est pas du tout le fait que nous ayons décidé de les rassembler à Calais. C'est le fait qu'il y a eu 2,5 millions d'arrivées sur le territoire de l'Union européenne pour des raisons qui tenaient à un contexte géopolitique très particulier, dissémination des groupes terroristes dans la bande sahélienne, organisation des acteurs de la criminalité internationale et de la traite des êtres humains dans un État sans administration dirigé par les milices, je veux parler de la Libye.
Situation extrêmement difficile en Érythrée et au Soudan, dans la Corne de l'Afrique. Situation très difficile au Levant. Le régime de Bachar al-Assad était à l'époque soutenu par un certain nombre de forces et persécutait son peuple et poussait son peuple à prendre le chemin de l'exil. Ce n'est pas la mise en place de la jungle de Calais qui a fait les flux migratoires. Ce sont les flux migratoires qui ont fait la concentration de la jungle à Calais. C'est très différent. Donc ce que vous dites est un argument politique dont je comprends l'efficacité du point de vue de la formation à laquelle vous appartenez, mais il ne correspond pas à mes yeux à ce qu'était la réalité du moment. La réalité du moment, elle était tout autre. 2,5 millions de personnes qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne, ça a incontestablement des conséquences sur le nombre de migrants partout en Europe. Et regardez ce qui s'est passé à l'époque en Allemagne. Bon. Très bien. Deuxièmement, vous dites la répartition des clandestins. Le terme de clandestin n'a pas la même signification que le terme de migrant. Il y avait parmi ces personnes qui étaient des migrants, beaucoup de clandestins pour des raisons qui n'étaient au fait que, au moment où ils sont arrivés sur le territoire européen et sur le territoire français, ils étaient par la force des choses clandestins puisque leur situation, au regard des persécutions qu'un certain nombre d'entre eux avaient pu subir, n'avait pas été pris en charge par l'administration française, dont c'était le rôle que d'examiner la situation de chacun, et le statut de réfugié n'avait pas pu leur être attribué. Et c'est précisément pour éviter que ces individus, ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces individus démunis, confrontés à une situation extrême, ne puissent rester dans la clandestinité plus longtemps, ce qui aurait aggravé les problèmes humanitaires et de sécurité publique, que nous avons décidé de les répartir pour assurer une prise en charge qui leur permettait de sortir de la clandestinité et de pouvoir enfin s'intégrer. Donc, ce que vous appelez la répartition, et qui a effectivement été un élément de la politique publique, était destiné à faire en sorte que ceux qui auraient pu poser un problème s'ils étaient restés dans la situation de dénuement et de clandestinité dans laquelle ils se trouvaient, puissent sortir de la clandestinité et du dénuement. C'est une préoccupation humaine, mais pas seulement, pour faire en sorte qu'on puisse, dans des conditions qui soient dignes, régler la difficulté et les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Troisièmement, vous dites que vous avez manqué de fermeté. Mais c'est quoi la fermeté? C'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec les migrants? Ce n'était pas ma politique, ça ne le sera jamais. Ça ne l'était pas à l'époque, je suis fier que ça ne l'ait pas été. Et ce qui se passe aux États-Unis avec les migrants est horrible. Et ce n'est pas du tout ce que je préconise pour notre pays. Ce que je préconise pour notre pays n'est pas d'ailleurs non plus qu'on puisse dire, comme je l'ai entendu parfois, tout le monde doit être accueilli sans condition. Ce n'est pas possible. Donc la politique migratoire qui permet d'accueillir dignement ceux qui doivent l'être, d'assurer leur intégration, leur insertion, ce qui doit être la préoccupation d'un État responsable, c'est le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est l'adaptation du code frontière Schengen de telle sorte à ce que ceux qui relèvent de la libre circulation puissent être contrôlés aux frontières extérieures lorsqu'il y a un risque sécuritaire majeur. C'est l'organisation du traitement de ceux qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne, de telle sorte à pouvoir le plus rapidement possible distinguer ceux qui relèvent du statut de réfugié de ceux qui n'en relèvent pas, et organiser dans des conditions qui soient les plus humaines possibles la reconduite de ceux qui ont vocation à l'être, ce qui implique un renforcement considérable de la coopération euro-africaine, qui est considérablement compliquée aujourd'hui par le fait que dans la plupart des États avec lesquels nous pourrions coopérer, des coups d'État se sont produits et l'instabilité politique existe. Enfin, ce qui permet un accueil qui soit au standard humanitaire qu'on doit pouvoir faire prévaloir, c'est les moyens alloués à l'administration de l'État pour remplir ses missions. Si vous n'avez pas les conditions d'accueil qui permettent d'assurer ce standard, si vous n'avez pas les personnels, si vous n'avez pas les places en CADA, si vous n'avez pas les places en centre d'accueil et d'orientation, vous ne pouvez pas assurer un accueil qui soit digne. Et c'est lorsque l'accueil est indigne, lorsque les concentrations se produisent, lorsque l'État est incapable d'apporter la démonstration de sa capacité à maîtriser, que le score de votre organisation politique flambe. Et c'est parce que mon objectif principal politique a toujours été que le score de votre organisation politique ne flambe pas.
et qu'il soit le plus réduit possible, que je n'ai jamais accompagné de mon soutien ceux dont j'estimais qu'ils contribuaient à vous donner de l'audience, et que j'ai toujours fait en sorte, par les politiques publiques que je menais, que la dignité de l'accueil soit assumée et que la maîtrise de la politique migratoire par l'État, y compris dans son volet humanitaire, soit suffisamment forte pour que votre audience soit la plus réduite possible. J'ai la franchise de vous le dire, parce que je crois comprendre que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde, ce que je savais avant d'entrer dans cette salle. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame Catala. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre Cazeneuve, bon, vous avez cité les États-Unis qui ont une politique horrible vis-à-vis des migrants, mais je crois qu'on devrait aussi regarder ce qui se passe chez nous. Je rappelle que l'année dernière, un 18 juin, curieuse initiative pour l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, a organisé une opération, une sorte de traque qui s'apparentait à une rafle, visant à saisir, ou plutôt à expulser plus facilement des dizaines d'étrangers qui n'avaient rien commis, et il avait pour cela mobilisé 4000 gendarmes et policiers à Paris, dans plusieurs gares et dans plusieurs lieux. Moi, j'ai plusieurs questions. J'ai une question d'abord sur le rapport qui avait été publié par la CNCDH en 2015, puisque ce rapport, en introduction, disait déjà que tout était extrêmement préoccupant dans la mesure où cela conduisait à faire de la France le bras policier de la politique migratoire britannique. Il convient de mettre à plat ces textes bilatéraux élaborés pour la plupart sans transparence, de sorte qu'aucun contrôle politique effectif n'a pu être exercé sur eux et que non publiés, ils échappent au contrôle juridictionnel et aboutissent de facto à créer une zone de non-droit. Face à l'accélération du mouvement migratoire dans le Calaisis, la CNCDH se montre soucieuse de voir les pouvoirs publics prendre en compte de façon globale la politique migratoire entre le Royaume-Uni et la France, sans omettre ses enjeux humanitaires et sociaux. Ce rapport dénonçait aussi un constat alarmant, une situation indigne et intolérable, un seul point d'eau pour près de 3000 personnes, pas d'abri, pas de toilettes accessibles de 19h à minuit le lendemain. Ensuite, ils avaient appelé à la dénonciation des accords du Touquet. C'était la recommandation 24. La CNCDH recommande instamment la dénonciation des traités et accords dits du Touquet et de Sangatte. Elle reconnaît bien volontiers que la coopération franco-britannique revêt une importance particulière. Elle rappelle que cette entente ne saurait s'établir aux dépens du droit de l'UE et de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous étiez ministre de l'Intérieur à cette époque. Qu'avez-vous répondu à cet avis, si vous l'avez entendu, et pourquoi ne l'avez-vous pas pris en compte? Ensuite, j'ai une question sur la santé, puisque toutes ces questions de personnes exilées, de personnes migrantes qui sont sous nos territoires, ces personnes ont des pathologies qui sont très graves, à la fois physiques et psychiques. Et donc, en tant qu'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, qu'avez-vous fait sur les questions d'interministérialité et comment vous voyez l'action du ministère, enfin de la Santé, sur ces territoires, que ça a été pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur et Premier ministre ou aujourd'hui? Sur les mineurs non accompagnés, puisqu'il n'y a pas de voie légale entre la France et le Royaume-Uni pour les mineurs non accompagnés, quelle est votre analyse de l'absence d'accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni sur ce point? Et ensuite, j'aimerais bien avoir votre définition des no-borders, parce que les no-borders, on va dire dans les médias que ce sont des militants d'ultra-gauche pour leur coller une étiquette extrêmement négative. Mais moi, je crois plutôt que ce sont des associations qui se substituent à l'État sur le plan humanitaire et qui agissent pour faire en sorte que les personnes exilées aient accès à des produits de première nécessité, qu'elles soient sauvées, que ce soit avant d'essayer de traverser la Manche ou ensuite dans des situations de post-naufrage. Quelle est, votre définition des no-borders? Merci. Merci, Madame Catala. Monsieur le Premier ministre. Je commence par la dernière question. Moi, j'ai vu beaucoup d'associations humanitaires faire un travail extraordinaire à Calais. Je n'ai pas vu de no-borders parmi eux. J'ai vu des no-borders inciter des migrants à monter dans des trains en marche dans les terminaux. Ces no-borders n'étaient d'ailleurs pas tout près des migrants, ils étaient très éloignés et donnaient leurs instructions à distance après les avoir chauffés à blanc et poussés.
mais je ne les ai pas vus distribuer des repas, apporter des soins. Ce sont les organisations non gouvernementales, les associations humanitaires, qui l'ont fait de façon absolument remarquable dans la jungle de Calais, mais en aucun cas les no-borders. Les no-borders étaient des acteurs politiques, ce n'étaient pas des acteurs humanitaires, qui considéraient qu'il ne devait plus y avoir de frontières entre le Royaume-Uni et la France. D'ailleurs, leur intitulé témoigne de cela, et qui par conséquent menait un combat politique qui n'était pas destiné à déployer une action humanitaire, mais à créer les conditions par leur action d'une prise de conscience des bienfaits de l'agitation dans un contexte particulièrement difficile. C'est en tous les cas ce que j'ai vu à l'époque, et les perturbations engendrées par eux et les conséquences sur la vie des migrants étaient absolument considérables. Et beaucoup sont morts après avoir été poussés à monter dans les trains en marche à proximité du tunnel. Et cette situation était une situation sur le plan humain qui était inacceptable. Donc, je ne sais pas les définir, mais je sais ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, ce ne sont pas des humanitaires préoccupés du sort des migrants. Car si c'était des humanitaires préoccupés du sort des migrants, on les aurait vus apporter des repas et s'occuper aux côtés des associations non gouvernementales un soutien humain aux migrants. Et si votre commission d'enquête interroge un certain nombre de représentants des organisations non gouvernementales, vous aurez peut-être une définition plus précise que celle que je vous ai donnée, puisqu'ils étaient à leur contact quotidiennement. L'avis de la CNCDH, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Je pense que là aussi, on doit pouvoir trouver ça dans les archives de la CNCDH. Je suis allé devant la CNCDH à plusieurs reprises. Et je suis allé devant la CNCDH pour rendre compte, sujet après sujet, de l'action qui était la nôtre et du décalage qui pouvait exister entre ce qui était dit et ce que nous faisions. Et moi, je n'ai jamais considéré que la sévérité des positions prises par la CNCDH à l'encontre du gouvernement devait me conduire à agir de façon brutale à l'égard de la CNCDH et à ne pas lui rendre des comptes. Je me suis fait au contraire, en dépit des désaccords multiples et nombreux qui pouvaient exister entre la CNCDH et moi, un devoir d'aller devant la CNCDH pour expliquer le plus précisément possible ce que nous faisions. Et j'ai indiqué à l'ensemble des associations qui étaient membres de la CNCDH la disponibilité de mon cabinet pour fournir de la documentation, répondre aux demandes qui nous étaient adressées. Et je pense qu'une association qui a été très dure avec mon ministère, quand je dis mon ministère, c'est en réalité c'est moi, ma pomme, hein, bon, qui s'appelle la CIMAD, et dont j'avais la plus grande considération pour la présidente de l'époque, en dépit des accords qui pouvaient exister entre nous. Non seulement j'avais de la considération, mais presque, enfin, je ne voudrais pas la compromettre devant votre commission en disant cela, mais de l'amitié pour elle. Elle vous rendra compte de nos discussions, et d'ailleurs nous nous sommes revus très régulièrement par la suite. Elle vous rendra compte à la fois de la dureté de nos échanges, de la nature de la relation qui s'est nouée entre nous, des raisons pour lesquelles elle était parfois vindicative, du temps que je passais à essayer de lui dire ce que nous faisions. Et à la fin de tout ça, s'il y a un respect mutuel, s'il y a une volonté de rendre compte de l'action qu'on conduit, ça n'aboutit pas à la confrontation, à la radicalité de la relation, mais au contraire à une forme de compréhension mutuelle et de volonté d'avancer ensemble. Sur les mineurs isolés, je vous ai répondu. Je considère que ce qui était fait par le Royaume-Uni sur les mineurs isolés était très insuffisant, que la charge qui pesait sur le département du Pas-de-Calais était très lourde, que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a vu sa contribution à cette politique augmenter significativement, comme celle d'autres départements limitrophes des concentrations où se trouvaient des mineurs isolés, et que c'est la raison pour laquelle cet accord a été conclu avec le Royaume-Uni en Burholt pour faire en sorte que, jusqu'en tous les cas, au moment où je suis parti, le maximum de mineurs isolés puisse être pris en charge par le gouvernement britannique. Vous avez raison de souligner là qu'il y avait un élément de déséquilibre, que cet élément de déséquilibre n'était pas normal, qu'il fallait procéder à sa correction, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, est-ce que nous l'avons fait aussi parfaitement
que cela était nécessaire compte tenu de la profondeur et de la gravité de ce problème? Sans doute non. Est-ce que d'autres auraient fait mieux? On a toujours intérêt à le penser. Ça permet d'entretenir l'espérance et d'imaginer que les politiques publiques peuvent toujours s'améliorer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sans être sûr de bien faire, nous avons essayé de faire au mieux. Dans tous les cas, c'est le sentiment que j'en ai retiré. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame Dupont pour les dernières questions. Sur le côté santé, nous avions... alors, il y avait des ONG médicales qui étaient sur place, très actives, faisant un travail remarquable, critique à l'égard de la politique de l'État. Et si nous avons mis en place ces centres d'accueil et d'orientation, c'est parce que nous voulions, avec l'État, pouvoir assurer une prise en charge dans les territoires avec les moyens de santé publique de l'État, des migrants dans des conditions qui soient beaucoup plus en adéquation avec ce que l'État pouvait faire dès lors qu'on était dans une prise en charge maîtrisée, que nous ne pouvions faire dans une jungle où il y avait 10 000 personnes avec des pathologies parfois très particulières, hein, et très, très difficiles à soigner, contagieuses, etc. Donc la politique que nous avons mise en place de répartition était une politique qui était destinée également, en matière de santé publique, à ne pas laisser la charge peser sur les organisations non gouvernementales, et notamment Médecins du Monde, Médecins sans frontières et d'autres, à Calais ou ailleurs. Madame Dupont, c'est bien à vous. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, et notamment mon voisin, Monsieur de Florian. Moi, je pense, contrairement à vous, qu'aucun mur, aucun barbelé, aucun parcours d'obstacles ne vient à bout de la volonté humaine de fuir, malgré tous les risques qu'un tel parcours migratoire induit. Mais je m'en arrêterai là et on pourra en discuter, bien entendu. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais avoir votre analyse du dysfonctionnement aujourd'hui qu'on constate sur le terrain, puisque je suis certaine que vous en conviendrez avec moi, de voir autant de traversées et de victimes tout au long des jours et des mois chaque année ne peut qu'interpeller sur l'efficacité, l'efficience des politiques mises en œuvre qui prennent le nom de celles que vous avez initiées, mais qui, de mon point de vue, s'en écartent aujourd'hui dans leur pratique. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, avoir votre analyse sur la situation d'aujourd'hui au regard de ce que vous avez souhaité initier. Et je ne crois pas que vous l'ayez évoqué. J'aimerais aussi avoir votre avis. Vous avez critiqué la position du Royaume-Uni sur un certain nombre de sujets, notamment sur les mineurs. Vous savez que nous avons maintenant un accord dit pilote du 1 pour 1. J'aimerais savoir si vous avez une analyse là aussi d'un tel accord à nous partager au regard de votre expérience et de votre expertise sur le sujet. Merci. Bon, sur l'évolution de la politique, il y a incontestablement un décalage entre ce que fut la position, pour être clair, de l'actuel président de la République à l'époque où il était candidat et ce qu'est sa position aujourd'hui. Moi, je me souviens très bien d'une déclaration du président de la République faite à Berlin, au moment où nous étions en pleine évacuation de Calais, avec toute la difficulté que cela représentait. Cette déclaration, c'était « ce qui est fait en France est indigne ». C'est insuffisant, ce que fait Mme Merkel et ce qu'il faut faire. Bon. Et puis, quelques semaines après la prise du pouvoir, la politique, à travers les premiers actes posés par Gérard Collomb, a été très différente de cela. Et sur Calais, les reconcentrations ont eu lieu parce que la politique OFI-OFPRA que nous avions mise en place, me semble-t-il, je ne veux pas dire de choses approximatives, n'a pas été maintenue. Les équilibres entre prise en charge, présence des forces de l'ordre, lutte contre le trouble à l'ordre public, action humanitaire, a été déséquilibré.
Et les propos tenus sur la remise en cours des accords du Touquet, suivis d'un renforcement du contenu de ces accords, a donné aux Britanniques un confort dont ils n'avaient nul besoin compte tenu du caractère léonin des accords qui avaient été signés. Voilà mon sentiment. Bon. Ceci étant, ces sujets sont très difficiles. Ce que je vous dis est un sentiment. Je n'ai, encore une fois, j'ai suffisamment subi les approximations lorsque j'étais ministre de l'Intérieur pour ne pas en faire usage à l'égard de mes successeurs. Donc moi, je n'ai plus la totalité des informations sur ces questions. Ce sont des informations qui parfois sont classifiées, qui sont communiquées au ministre de l'Intérieur pour lui permettre de piloter sa politique. Donc moi, je n'ai aucune raison. Je peux porter une appréciation sur l'équilibre général d'une politique. J'ai aucune raison d'accabler tel ou tel ministre, dont j'ai aucune raison de considérer qu'il ne soit pas imprégné de la volonté de remplir sa mission convenablement. Bon. Même si j'ai des accords politiques très nets avec un certain nombre d'entre eux qui ont exercé les fonctions que j'ai occupées depuis, et notamment le ministre de l'Intérieur, dont il a été évoqué l'action par l'un d'entre vous à l'instant. Donc voilà sur l'appréciation globale. Sur le 1 pour 1, je pense qu'une grande confiance à l'égard des Britanniques ne doit pas exclure une petite méfiance. Et que ils ont déjà beaucoup obtenu. Et donc, ce qu'il faut, c'est maintenir le dialogue avec eux, faire marcher tous les ressorts de la diplomatie pour que le caractère de léonin ne parvienne pas à un déséquilibre tel que nous fassions tout le travail à leur place. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours refusé le principe de réadmission de ceux qui étaient récupérés au Royaume-Uni et dont les Britanniques estimaient qu'ils n'avaient pas vocation à être sur le territoire britannique, c'est-à-dire qui étaient passés en tentant leur chance. Ça, nous l'avons toujours refusé. Et je ne sais pas d'ailleurs si, d'après les informations qui vous ont été communiquées, cette position a été maintenue. Mais moi, je me suis toujours refusé à reprendre sur le territoire national ceux qui avaient été identifiés sur place et qui, comme étant passés clandestinement, et dont les Britanniques nous demandaient la réadmission alors que nous subissions déjà beaucoup de voilà. Comment? Oui. C'est 300 personnes jusqu'à présent. Bien sûr. Comment? Excusez-moi. Si justement le fond de l'accord du 1 pour 1, c'est bien une admission pour une réadmission de part et d'autre. Donc on est bien dans un laisser-faire qui me semble problématique. Ça me paraît être un facteur d'accroissement du déséquilibre. Madame la rapporteure, vous vouliez une précision? Merci. Oui, simplement parce que, comme ça a été évoqué, et que je sais qu'il y a des termes, vous savez, qui restent dans le débat politique, qui à une époque permet de circonscrire une partie, puis qui s'étend. Donc le terme de no border, par exemple, il a pu être étendu à des personnes que vous identifiez, et puis par la suite, il touche toutes les personnes qui viennent en aide aux migrants. Et donc, je ne voudrais pas qu'on en reste sur cette terminologie, et je voudrais surtout que vous précisiez si, à l'époque où vous étiez ministre de l'Intérieur, s'il y avait eu des poursuites judiciaires liées à des personnes que vous identifiez comme no border sur des mises en danger de personnes exilées. Et dans quelle proportion ? Quels étaient les profils? Parce que vous voyez bien le problème. Vous dites, je veux des faits. Nous aussi, en commission d'enquête, on veut des faits. Et en plus, avec un terme qui a été utilisé et souvent aussi qui a nourri aussi des dispositifs de restriction en parfois faisant gonfler la réalité de ce qu'ils représentaient. Madame la rapporteure, pour moi, les no-borders, je n'ai pas besoin de les désigner, ils se désignaient eux-mêmes. Ils appartenaient à un groupe, ils revendiquaient leur appartenance à cette organisation ou à cette mouvance. Ils étaient britanniques, pour la plupart d'entre eux. Ils pouvaient avoir des relations en France, mais ils étaient britanniques. Et encore une fois,
le souvenir que j'ai de la perception que nous avions de leur rôle, c'est qu'ils n'étaient pas du tout dans un rôle humanitaire, ils étaient dans une militance politique. Ils n'étaient pas des milliers, ils étaient quelques dizaines peut-être. C'était pas donc une organisation qui s'était emparée de la jungle, qui par son nombre pouvait créer les conditions d'un soulèvement de la jungle ou de problèmes particuliers. C'était une organisation efficace qui procédait par des actions politiques, poussant les migrants à prendre le train et la route du Royaume-Uni, considérant que la frontière n'était pas légitime, le faisant sans prendre de risques pour eux-mêmes, mais en faisant prendre aux migrants des risques considérables. Et c'est la raison pour laquelle j'étais personnellement extrêmement sévère sur l'action qu'ils conduisaient, parce qu'ils ont mis des gens en danger et des gens sont morts. Et bien entendu, leur action ayant des conséquences, il y a eu une intervention de la police et de la judiciarisation à l'époque. Alors, vous dire exactement combien de cas, comment ces gens, je n'ai pas le souvenir de ça et je suis incapable de vous le dire, mais là aussi, votre commission d'enquête a la possibilité auprès des ministères concernés d'obtenir des informations plus précises que celles que je vous donne parce que je ne les ai pas à l'esprit. Je ne vais pas inventer sous serment des informations dont je ne dispose pas assurément. Mais je me souviens en tous les cas, puisque vous recueillez mon témoignage, que c'était un sujet de préoccupation très fort pour nous. Parce que les conséquences de l'action de ces groupes sur l'ambiance générale, sur la sécurité des migrants, sur l'insécurité des passages étaient considérables. De façon sporadique d'ailleurs, par moment. C'était des pointes d'intervention qui pouvaient poser des problèmes sérieux. Très bien. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour cette audition très instructive. Madame la rapporteure, vous vouliez dire quelques mots avant que je lève la séance? Simplement plus pour informer les membres de la commission d'enquête. Il me semble que parce qu'elle a été citée à plusieurs reprises lors des auditions, il me semble important peut-être d'avancer l'audition que nous avions prévue de Natacha Bouchard, justement pour les raisons que j'avais évoquées, c'est-à-dire qui était inverse, en disant qu'il fallait le faire après les élections municipales, mais elle-même ayant été citée et quelque part mise en cause lors des auditions, il me semble important qu'elle puisse être auditionnée justement avant pour un sujet d'équité, quoi. Ah oui, d'accord. Merci. Donc, je mets fin à la séance et nous aurons la prochaine audition jeudi prochain.